Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Elle aura fait en tout plus de 100 victimes, le plus souvent atrocement mutilées. La bête du Gévaudan, animale ou humaine, reste la grande énigme du règne de Louis XV. Et Franck Ferrand nous propose aujourd'hui sur Europe 1 d'y apporter une solution. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. La bête du Gévaudan a révulsé les sujets de Louis XV, on peut le dire. On était entre 1764 et 67. Elle n'est pourtant pas le seul prédateur à avoir fait de nombreuses victimes. Il y a eu la bête d'Évreux sous Louis XIII et puis plus tard, il y aura la bête de Brive sous Louis XVI, celle du Vivarais à la fin de l'Empire et même celle du Césaillé après la Seconde Guerre mondiale. Mais avec la bête du Gévaudan, on entre dans un autre monde. On entre dans le monde du massacre en série, de la cruauté gratuite et, si j'ose dire, du sadisme. Et vous avez invité sur Europe 1 pour en parler un spécialiste que nous connaissons bien d'ailleurs. Mais oui, vous savez que Michel Louis était venu nous raconter il y a quelque temps l'histoire des terribles lions mangeurs d'hommes de Tsavo au Kenya. Eh bien, je crois pouvoir dire que l'enquête qu'il a conduite sur la bête du Gévaudan est de loin la plus convaincante parmi celles qui ont été menées à ce jour. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Printemps 1764, on est donc sous le règne de Louis XV, qui à l'époque est âgé de 54 ans. Pour vous situer les choses, dites-vous qu'à Versailles, Madame de Pompadour vient juste de s'éteindre. À Paris s'ouvre le grand procès de Laly Tollendal et la Bretagne est au bord d'un soulèvement historique. Ça va bientôt être le début de la révolte du Parlement de Bretagne contre d'Aiguillon, etc. Donc 1764 au printemps. À cette époque, notre actuel département de la Lozère, au sud-est du Massif central, porte le nom de Gévaudan. Administrativement, on est donc là aux confins les plus au nord de la province du Languedoc. Région de massifs anciens, hérissée de pitons de granit, couvert de pâturages et de forêts épaisses, un pays d'élevage, évidemment. C'est là, sur les bords de l'Allier, près du bourg de Langogne, exactement, que tout commence. La première victime connue de la bête est en effet une gardienne de vaches qui surveillait son troupeau en compagnie de ses chiens. Les chiens sont restés complètement interdits au moment où le prédateur fondait sur la jeune femme et contre toute attente, ce sont les vaches qui vont la sauver. Croyant peut-être que leur veau était en danger, les bêtes à cornes ont en effet chargé la bête à croc, si je puis dire, et du coup, le prédateur a lâché sa proie, s'est enfui. C'est très important cette première attaque parce que, en laissant la victime en vie, elle offre une très précieuse description de l'agresseur. Voici ce qu'a dit la vachère de Langogne. « La bête qui m'a attaqué ressemble à un gros loup, mais ce n'en est pas un. Sa tête est plus grosse, plus allongée, elle est rousse, elle porte une raie noire tout le long du dos. Elle n'a pas cherché à s'en prendre au bétail, c'est moi qu'elle voulait, dit la vachère. » Peu de temps après, et pas loin de là, au Zubac, on découvre le cadavre de Jeanne Boulet, 14 ans, cadavre en partie dévoré. Et plus tard dans l'été, le 8 août, c'est une petite bergère de 15 ans qui est attaquée au Mas-Méjean d'Allier. Des bûcherons qui travaillaient sur une colline ont vu soudain les moutons de la pauvre fille dévaler tout seuls. Ils ont descendu comme ça tout le versant opposé. Les bûcherons ont trouvé ça étrange, ils sont allés voir, oh ça ils ont vu. Le corps de la pauvre bergère a été mutilé de façon atroce. La population commence à gronder, et d'autant plus que 2 semaines plus tard, c'est un adolescent de 15 ans, un vacher, qui est mis en pièces du côté de Chélard-l'Évêque. Cette fois, les langues se délient, ces quelques victimes ne sont pas les premières, se dit-on. Il y en a eu d'autres auparavant, dès mars-avril. Alors quoi faire ? On commence par organiser des battues, en vain. Le 1er septembre, c'est encore un tout jeune homme de 15 ans qui est massacré près de Chaudérac. La bête semble aimer la viande tendre, quoique le 6 septembre, elle s'en prend à une femme d'âge mûr pour l'époque, une paysanne qui travaillait à son potager du côté des Estrées.
Des villageois, alertés par les cris, ont accouru, ils sont venus au secours de la paysanne, mais ils sont arrivés trop tard, elle avait déjà perdu tout son sang. Cette fois, après la surprise et la colère, c'est l'angoisse qui s'empare de la population locale. On redouble les battues et, sans doute pour calmer des esprits échauffés, le gouverneur du Languedoc accepte de dépêcher sur place un détachement de 57 dragons. En vérité, tous ces soldats ne pourront rien, les massacres vont continuer. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous sommes toujours sous Louis XV, au cœur d'une série de massacres perpétrés par la bête du Gévaudan. Eh oui, on est donc dans le Gévaudan, au sud-est de ce massif central. C'est la fin de l'été 1764 et tout le monde s'interroge. On se dit, mais et si c'était pas un loup? Après tout, il pourrait s'agir d'un ours ou d'un lynx. L'évêque demande sur la question à sa petite idée. Selon lui, c'est le bras de Dieu qui s'applique à combattre les débordements d'une population vautrée depuis trop longtemps dans la luxure et le péché. Les agressions mystérieuses, vous savez, ont cela de fascinant qu'elles offrent un écran révélateur de tous les fantasmes à n'importe quelle époque. En attendant, le massacre continue. Un garçonnet qui ramenait son troupeau est bientôt retrouvé mort. Le 20 septembre, de jeunes bergers, entre Luc et Chélar-l'Évêque, voient leur chien courir vers l'orée d'un bois et se jeter sur un gros prédateur qui se révèle être un loup de taille imposante. Alors les garçons arrivent, ils aident les chiens à mettre le loup à mort et ils traînent sa dépouille chez le curé du Luc. Ils sont convaincus d'avoir tué la bête. Fausse joie, 6 jours plus tard, c'est au tour d'une fillette de 13 ans d'être égorgée. Les battues, les chasses, les traques se multiplient, mobilisant de plus en plus de monde. Toujours en vain, chaque semaine apporte désormais son lot de corps déchiquetés. Alors, les rapports s'accumulent chez l'intendant de la province, vous savez, qui est le représentant, l'équivalent de notre préfet, si vous voulez, au rythme d'un carnage qui semble ne devoir jamais cesser. Il y a bientôt tellement de victimes que je dois renoncer à toutes les évoquer. Pour la plupart, ce sont des jeunes filles et des jeunes garçons qui gardaient leurs troupeaux, donc qui se trouvaient à l'écart des concentrations humaines. Les batteurs, les chasseurs, les dragons, rien n'y fait. Début mai 1765, on voit arriver le meilleur louvetier du royaume, un Normand, Denval. Il est là avec son fils. Les victimes n'en continuent pas moins à tomber comme des mouches. Et puis enfin, au petit matin du 1er mai, là la scène se passe près des pâturages du Marlet où se trouve la ferme des frères de la Chaumette. L'aîné des frères est en train par la fenêtre de jeter un coup d'œil à son troupeau de vaches quand il aperçoit, assis dans l'herbe, le regard fixé sur le jeune vacher, un grand loup qui ressemble beaucoup à la bête. Il prévient ses 2 frères, l'un de ses 2 frères est un prêtre, mais tous 3 sont de très bons chasseurs, très bons viseurs. Ils sortent armés, ils se séparent selon une tactique de chasse bien rodée. Aussitôt l'animal les repère, évidemment, il commence par s'éloigner, mais heureusement, la retraite du loup est coupée par 2 paysans. L'animal fait donc demi-tour, revient vers les chasseurs qui en profitent, qui tirent, qui le blessent au cou. L'animal perd pas mal de sang, mais il s'enfuit. De l'avis des connaisseurs, il ne pourrait pas survivre très longtemps avec une telle blessure. Alors on attend, on commence à guetter et puis on se réjouit bientôt. Le 2 mai, on fait carrément la fête et là on apprend dans la soirée la découverte d'une nouvelle victime. Une vachère de 50 ans cette fois retrouvée la gorge ouverte et la joue dévorée. Soit la blessure infligée par les frères de la Chaumette n'était pas si grave qu'elle en avait l'air, soit il y aurait plusieurs bêtes. À présent, c'est la consternation qui s'empare de la population. La consternation est même un soupçon de révolte. Il ne faut pas oublier qu'on est en France et que face à un désordre durable, c'est l'État qui est pris à partie. Et de fait, en Gévaudan, en Languedoc, mais aussi et surtout à Paris, l'autorité royale devient peu à peu l'objet de risées. Louis XV et ses ministres ne peuvent pas rester inertes, ils se doivent d'agir. Alors, le roi décide, à grand renfort de publicité, d'envoyer sur place son propre lieutenant des chasses, Antoine de Beauterne. Il est porte-arquebuse de sa majesté. Ce monsieur arrive de Fontainebleau en grand équipage. Tout le monde se rassure parce qu'il est tout simplement censé être le meilleur chasseur du royaume.
L'arrivée de Boterne, extrait de la bande originale du film Le Pacte des loups, Franck. En tout cas, la population avait grande confiance dans le porte-arquebuse de Louis XV et il semble qu'elle ait eu raison puisqu'après 3 mois de chasse intensive, voilà que Boterne rapporte de Sainte-Marie-des-Chasses. Je l'appelle Boterne, je devrais l'appeler Antoine du reste parce qu'Antoine est son patronyme, c'est son vrai nom de famille. Il rapporte de Sainte-Marie-des-Chasses la dépouille d'un très grand loup. Il pèse 120 livres, un loup qui est tout de suite considéré comme la bête. Et là, on le crie haut et fort. La date de cet événement clé, le 20 septembre 1765. On passera discrètement sur le fait que l'animal a été tué sur l'autre rive de l'Allier, en un pays où la bête n'a fait d'ailleurs aucune victime. Le prédateur abattu a été empaillé, il est emporté dans la foulée jusqu'à la cour, il est présenté au roi en grande pompe. Louis XV va en faire don au Jardin du Roi, le futur muséum, mais le fait est qu'on va très vite perdre la trace de l'animal empaillé. On pense aujourd'hui que cette dépouille de gros loup opportunément rapportée à Paris et dont l'arrivée dans la capitale a fait taire évidemment les mauvaises langues, on pense qu'elle avait été cette dépouille trafiquée pour la rendre particulièrement hideuse et menaçante. Nous dirions que dans l'entourage du roi, ce qu'on a monté à ce moment-là, c'est tout simplement une opération de com. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec à la une sur Europe 1 un prédateur mystérieux qui a fait de nombreuses victimes, la bête du Gévaudan. Oui, et plus on avance dans cette aventure, Julia, plus on se rend compte que le mystère s'épaissit en fait. Alors Antoine de Boterne, donc, qui était le premier chasseur de France, si l'on peut dire, envoyé par Louis XV lui-même pour chasser la bête, est censé l'avoir tué. On envoie la dépouille savamment maquillée à Paris, à la cour. Et il faut bien reconnaître que dans les 2 mois qui suivent le supposé coup de maître d'Antoine, la bête s'abstient de toute nouvelle victime. Vous voyez que ça pourrait presque constituer un mystère dans le mystère, car naturellement, l'affaire n'est pas close. Le 2 décembre de cette année 1765, sur une pente du mont Mouchet, Jean Couret, 14 ans, et Vidal Tournay, qui en a 7, sont en train de garder des vaches, comme à peu près pas toutes les victimes, mais une grande partie des victimes, et soudain, Jean, saisi d'effroi, voit un gros animal bondir en direction de Vidal et le saisir dans sa gueule. La bête s'apprête à emporter le petit quand le grand se jette sur elle armé d'une pique. La bête se défend, elle se défend agressivement, et puis elle reprend le petit Vidal dans sa gueule, mais entre-temps des paysans ont pu accourir, ils la menacent à leur tour, la bête hésite et finalement elle abandonne sa proie. Le petit Vidal en sera quitte pour quelques blessures et la plus grosse frayeur de sa vie. La description que va donner Jean de la bête rappelle beaucoup, vous allez voir, la toute première description dont nous disposions, celle de la vachère de Langogne. Elle recule avec autant de légèreté qu'elle avance, dit le gamin. Elle est beaucoup plus grande qu'un loup, surtout quand elle se hérisse. Elle a des taches comme rouge et noir sur les flancs, le cou gros et extrêmement court, le museau camus, la tête plate, et une barre noire depuis les épaules jusqu'à l'extrémité de la queue. En attendant, la sinistre litanie des massacres a repris de plus belle. Une meunière, un jeune bouvier, une petite paysanne, et c'est reparti. À Versailles, on ne veut plus rien savoir, à Montpellier non plus du reste, que le Gévaudan se débrouille avec son monstre ou avec ses monstres pourvu qu'on n'en entende plus parler. Ça ne doit surtout pas devenir un objet de scandale politique. Jusqu'à l'automne 1766, ce ne sont pourtant pas moins de 41 nouvelles agressions qui ont lieu, faisant 21 morts. Et encore, ce sont là les chiffres officiels, car depuis décembre 1765, un grand nombre des agressions de la bête sont volontairement imputées par les autorités à toutes sortes d'autres causes. Or, à la sortie de l'hiver 1767, il semble que l'on constate une recrudescence du carnage. Alors, je vais vous parler d'une tragédie parmi tant et tant d'autres. Le 16 mai de cette année 1767, au hameau de Sepsol, la petite Marie Danty, elle a 12 ans, est retrouvée morte, elle aussi en partie dévorée. C'est bien sûr beaucoup d'émoi dans le village, et parmi les gens qui sont là à son chevet qui la veillent, se trouve un voisin, un homme bourru, un certain Jean Chastel.
Le bonhomme a l'air ravagé de chagrin, cette mort l'a visiblement bouleversé. Lui qui n'avait pas mis depuis longtemps les pieds dans une église, voilà qu'il revient à la piété. Il a pris une résolution, celle de tuer la bête. Or, peu de temps après, le 19 juin 1767, au cours d'une battue de plus, on voit Chastel s'approcher d'un très grand loup, sans trop de difficulté d'ailleurs, le mettre en joue, sans que l'animal ait vraiment l'air de se méfier, et l'abattre sans que l'animal ait même cherché à fuir. La question se pose, est-ce que Chastel connaissait ce loup ? Est-ce qu'après tout, il ne l'aurait pas apprivoisé, voire dressé ? Ce qui est certain, c'est qu'à compter de ce fameux 19 juin 1767, l'hécatombe a cessé. Vous avouerez qu'à tout le moins, ça donne envie d'en savoir plus sur ce Chastel et sur ses deux fils notamment, qui eux aussi étaient dotés d'un tempérament bizarre pour le moins. Les Chastel se trouvent au service d'un homme important de cette histoire, mais dont je n'ai pas encore prononcé le nom, Jean-François de Morangiès, marquis de Saint-Alban. Ce grand seigneur, dont on sait qu'il était assez dévoyé, aurait-il employé le père Chastel à l'assouvissement ou au maquillage de crimes sadiques ? Le père ou l'un des fils, parce qu'il y a l'un des fils, Antoine, qui est un demeuré notoire, entièrement dévoué au marquis. Aurait-il donc mené les basses œuvres de ce personnage ? Après tout, les Chastel vivaient entourés de molosses, probablement de gros chiens qu'ils étaient parvenus à croiser avec des loups. Alors, est-ce qu'on serait là tout près de la résolution de l'énigme ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que peu de temps après la mort du père Chastel, sa pauvre maison de Bessières-Sainte-Marie a été brûlée, rasée, et les cendres semées de sel. Ce n'est pas le traitement qu'on réserve généralement aux habitations d'un voisin décédé, et c'est un indice de la manière dont le voisinage, justement, considérait cet homme plus qu'étrange, considérait cet homme inquiétant. Nouvel extrait de la BO du Pacte des loups sur Europe 1, Franck. Nous sommes en compagnie donc de Michel Louis, qui est directeur général et fondateur du parc zoologique d'Amneville, en Moselle. Vous étiez venu, bonjour Michel Louis, merci d'être des nôtres. Vous étiez venu nous parler des lions de Savo il y a quelque temps, et là nous parlons d'un autre grand prédateur, peut-être plus historique encore, parce que mêlant évidemment des hommes à l'animal, c'est quasiment certain. Alors on va essayer avec vous de creuser cette énigme, et pour commencer, on va revenir sur ces personnages dont je n'ai parlé qu'à la toute fin, mais dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont assez inquiétants. Vous avez, vous, en tout cas, sans pour l'instant déflorer le fond de l'affaire, vous avez votre opinion sur la question. Oui, on est en fait au cœur du problème, au cœur de la solution, là. C'est-à-dire que quand on examine le comportement de la bête du Gévaudan, on a affaire à un animal qui n'a pas peur de l'homme, qui est extrêmement familier. Donc, à la lumière de l'éthologie moderne, la science du comportement animal, on se rend compte que c'est un animal qui avait été élevé par l'homme. Mais ça suffit pas, parce qu'un animal, un fauve, un loup, peu importe quoi, élevé par l'homme, peut se révéler plus dangereux qu'un animal sauvage, mais il n'a aucune raison d'aller faire des massacres comme la bête du Gévaudan. Il s'agit véritablement d'un animal qui est conditionné, dressé à tuer l'être humain. Alors vous dites tout de suite un animal, on va voir ce qu'il faut penser de tout ça dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. La bête du Gévaudan aux éditions Perrin, c'est le titre du livre de votre invité sur Europe 1, Michel Louis, Franck. Un ouvrage qui a été, Julia, réédité en poche dans la collection Tempus, excellente collection des éditions Perrin. Cette bête du Gévaudan est une passionnante histoire, nous dit Patrick, mais ne faudrait-il pas confier à un profiler l'affaire afin de l'éclaircir ? Mais c'est précisément ce que nous avons fait. C'est un véritable profileur, disons-le à la française, que nous avons avec nous à la personne de Michel Louis. Vous avez, nous l'avons dit, Michel Louis, une idée assez précise de ce qui a dû se passer. On va revenir quand même sur l'ensemble de l'affaire pour remettre les choses un peu en perspective. Ce qui est intéressant dans toutes ces histoires, et il y en a donc un certain nombre à travers l'histoire de France notamment, je parlais de la bête d'Évreux par exemple, dans les années 1631-1634, c'est qu'à chaque fois on parle de la bête, on ne dit pas le loup. Or c'est pourtant sur un loup que se concentrent, que se focalisent les suspicions.
Alors effectivement, quand un loup est réputé attaquer les gens, on se croit obligé de lui ajouter l'adjectif loup cervier, loup garou ou autre chose, ou la bête, parce qu'on sait très bien que le loup tout court n'attaque pas l'homme. Les paysans à l'époque étaient très fréquemment confrontés au loup qui essayait de s'emparer d'un mouton ou d'un petit veau. Et ils le mettaient en fuite avec un bâton, en claquant les sabots l'un contre l'autre. Même les enfants n'avaient pas vraiment peur des loups. Non, les enfants les mettaient en fuite facilement. Le loup, c'est le plus timide, le plus craintif des grands prédateurs à l'égard de l'homme. Même le fait de lui lancer un morceau de viande, le premier réflexe, c'est le recul, parce que c'est une réminiscence de l'époque préhistorique où les loups s'approchaient des feux de camp, vous savez, étaient chassés à coups de pierre. Et non, le loup n'attaque pas l'homme. On exclut immédiatement aussi le loup enragé, enfin les loups enragés, parce que environ 50% des personnes attaquées par la bête ont survécu grâce au courage de leurs copains ou de leur famille, et personne n'est mort de la rage après. Et puis en plus, un animal enragé, il va pas loin. Hein. Alors on a aussi, que ce soit au tout début de l'affaire ou à la toute fin, j'ai fait exprès de citer ces deux témoignages, un certain nombre de témoins oculaires qui décrivent précisément l'aspect de l'animal, et ça n'est pas l'aspect d'un loup, en tout cas pas d'un loup ordinaire. Mais absolument, il faut savoir que l'assimilation de la bête du Gévaudan à un ou à des loups, ça a été l'œuvre des châtelains et notamment des Parisiens, vous voyez, de la cour du roi. Vous voyez, c'est sur place, on a tout de suite dit, c'est pas un loup, ça a des airs vaguement d'un gros loup, mais c'est plus bas sur pattes, c'est plus gros, il y a une barre noire sur le dos. C'est un animal différent. Ça pourrait être une hyène, par exemple. J'y ai pensé longtemps, mais il y a quand même des caractères physiques qui ne conviennent pas, notamment la queue, la hyène qui est pas très développée, et surtout au niveau de l'autopsie, ça colle pas. La hyène a 34 dents, c'est pas, alors que la bête est un canidé, la famille du chien ou du loup ou du lycaon. J'ai parlé des chasses et des battues qui étaient immédiatement organisées. Elles sont menées par la noblesse locale. Ça, pour l'instant, je n'en ai rien dit, mais c'est important. Évidemment, à l'époque, la chasse est un privilège, il ne faut pas l'oublier, privilège de noblesse, qui ne sera aboli que dans la fameuse nuit du 4 août 1789. Et ce sont donc bien des aristocrates qui dirigent les opérations, en l'occurrence. Bien sûr, et qui s'en font même une gloire, notamment la famille Morangiès. Et c'est Jean-François Charles de Morangiès, le fils du comte très bien en cours à Paris, mais dévoyé de la noblesse locale, dont vous parliez tout à l'heure, qui va envoyer au roi des lettres incendiaires contre Denval, le louvetier, tout simplement Denval parce est ce louvetier qui arrive, lui, de Normandie et qui est considéré comme le plus grand tueur de loups de France, depuis la mort du grand dauphin, en tout cas. Oui, il avait tué 1200 loups, et il arrive en Gévaudan convaincu qu'il allait tuer un loup de plus et que ça allait être vite réglé, et très rapidement, il s'est rendu compte, je cite, qu'il y avait autre chose en Gévaudan. Voilà. Et il était sur la piste, il brûlait, c'est pourquoi il fallait absolument s'en débarrasser rapidement. Alors on a vu les opérations d'intoxication qui ont été organisées autour de cette affaire. Évidemment, l'affaire a pris assez tôt un tour politique, et pour le pouvoir et pour le roi Louis XV, il s'agissait évidemment d'étouffer le plus possible le sujet, qu'on en parle moins, en tout cas. Oui, d'autant qu'on en parlait même de l'autre côté de la Manche, c'était peu après la guerre de 7 ans, hein. L'Angleterre était notre ennemi, et les Anglais représentaient... de signer l'affreux traité de Paris en 1763. Voilà, tout à fait. Et l'Angleterre représentait la bête du Gévaudan mis en fuite par un chat après avoir exterminé la moitié de l'armée française. Enfin, ça devenait vraiment une affaire d'État. Alors, on a un peu évacué l'histoire, mais sur place, évidemment, les crimes ont continué. Or, ce qui est très intéressant, c'est que ces crimes comportent une dimension sadique évidente. Notamment, plusieurs des victimes sont découvertes décapitées. Ça ne peut pas être le fait d'un animal. Non, absolument pas. On parle bien de décapitation comme le ferait la lame de couteau. Et ça, ni un loup, ni d'ailleurs une hyène, ni un lion, il pourrait arracher la tête à la rigueur. Même pas un ours, oui. Mais pas, voilà, mais pas la tailler comme avec un couteau. Ça, c'est pas un animal qui a fait ça, c'est la lame de couteau. De même que les mises en scène macabres avec le corps complètement dévoré, mutilé, la tête tranchée, et tout ça remis ensemble avec les vêtements par-dessus, c'est pas un animal qui a fait ça. Le roi envoie donc Jean-François Antoine de Beauterne, qui est son lieutenant des chasses, sur place. Et ce qui est étonnant, c'est que après la mort du loup tué par Beauterne, d'ailleurs tué dans une région qui n'est même pas celle où ont lieu les... Complètement, la bête n'a jamais mis les pieds. N'a jamais mis les pieds là-bas. Après cette mort, néanmoins, pendant 2 mois, j'allais dire les morts, mais on pourrait presque dire maintenant
les meurtres cessent. Tout ça va bien dans le même sens, tout ça prouve bien qu'il y a des êtres humains derrière les animaux là. Bien sûr, parce que la bête a été tout simplement cachée pendant cette période. Il y a eu quelques bavures, elle n'était pas facile à canaliser. Le curé de l'Orcière qui a prétendu avoir vu la bête alors qu'elle venait d'être tuée par Antoine de Beauterne, on a dit oui, il est gaga. Non, il n'était pas gaga, c'est que la bête au départ a échappé à celui qui a eu le courage d'ailleurs de la récupérer et de la mettre à l'abri. Et puis au bout de 2 mois, quand Antoine Chastel est sorti de prison, parce qu'il avait été mis en prison 1 mois avant la mort de la bête pour avoir essayé de faire enliser les gardes et les princes du sang dans une tourbière, il est sorti de prison et très peu de temps après ça a recommencé. Antoine Chastel, voilà un nom très important. On a entendu ces noms de Chastel, de Morangiès, etc. Nous y revenons dans un instant. Nous entrons là, vous avez bien compris, dans l'œil du cyclone. Au cœur de l'histoire. Surtout, les paysans chantent Jean Ségurel en parlant de la bête du Gévaudan. L'affreuse chose, L'affreuse dit-il. chose. Alors, est-ce que cette affreuse chose était si naturelle qu'on a voulu le faire croire? Probablement pas, nous dit Michel Louis, qui donc est le patron du zoo d'Amneville en Moselle et qui, en zoologiste, mais aussi en l'occurrence en historien, en archiviste, nous dit ça n'est pas possible. Vous avez prononcé le nom, il faut le dire, Michel Louis, parce qu'on arrive près de la fin. Vous avez prononcé ce nom d'Antoine Chastel. Qui est-il? Est-ce qu'on peut en donner, puisqu'on parlait de profiling tout à l'heure, est-ce qu'on peut en donner un portrait rapide? Alors c'est le fils cadet de Jean Chastel qui a tué la bête. Ce fameux Chastel qui était très triste d'avoir vu mourir la petite Marie. Tout à fait. Et qui a fugué Jean très Chastel jeune. d'ailleurs qui est considéré quasiment comme un héros dans la région. On a même fait une stèle à son effigie. Voilà, alors ça, vous savez, il y a toujours une thèse irréductible comme quoi la bête du Gévaudan c'était des loups, que tout le reste c'est du roman. C'est dommage que les historiens, que certains historiens s'enterrent dans cette thèse qui est complètement contraire à la vérité zoologique. Oui. Je préférais qu'on essaie d'être constructif et de faire avancer l'histoire. Mais bon, que voulez-vous. Alors fermons la parenthèse et revenons au fils Antoine, donc qui est un peu simple d'esprit, enfin il est bizarre. C'est-à-dire la famille dans son ensemble est considérée comme une famille de sorciers. Un peu taré, oui. Une famille de sorciers. De sorciers. Le père Chastel sait lire, ce qui est rare à l'époque pour les paysans. Il a un fusil, c'est un bon chasseur. Et je dis pas qu'Antoine Chastel est demeuré, je dis que c'est un sadique au sens traditionnel du terme. Alors il a fugué très jeune du domicile de ses parents à la Bessères-Saint-Marie. On a dit beaucoup de choses sur lui. On a dit qu'il a fréquenté les galériens de Toulon, qu'il a été en Afrique du Nord, fait prisonnier par les barbaresques. Alors, quelle est la part de vrai, la part de faux? Ce qui est extrêmement probable, c'est qu'il ait rencontré dans les Baléares le comte Jean-François Charles de Morangiès, dont on a parlé tout à l'heure. Ce comte de Morangiès qui lui-même n'était pas très recommandable. Voilà, ce hobereau dévoyé qui tenait garnison à Minorque, puisqu'il était officier. Et c'est là que l'affaire en fait est entrée en gestation. Confrontation en fait d'un sadisme traditionnel, celui d'Antoine Chastel. Vous savez, les mises en scène macabres. Un peu sadisme au petit pied, si l'on peut dire. Voilà, oui. C'est un stade ultime du sadisme. Et du sadisme, vous savez, d'un noble dévoyé, pour lequel la jouissance perverse est plus le tableau de chasse, le désordre considérable qu'il a provoqué, que la vue directe des cadavres. Oui, on est à l'époque non seulement de Sade, mais des liaisons dangereuses. On est quand même dans une atmosphère assez vénéneuse. Mais tout à fait. Et quand Jean Giono a écrit Un roi sans divertissement, il s'est directement inspiré de Jean-François Charles de Morangiès. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce serait une association entre ce Morangiès et cet Antoine Chastel qui aurait dressé un animal à tuer et qui ensuite se serait amusé, si j'ose dire, à monter des mises en scène macabres? Bien sûr, les mises en scène macabres sont l'œuvre d'Antoine Chastel qui, lorsque c'était possible, suivait sa bête de près, surtout au début. Après, lorsqu'elle était livrée elle-même, elle tuait encore plus parce qu'elle n'était pas nourrie du tout. Et on me dit quelquefois, mais comment la bête pouvait retrouver son maître? Ça, comme n'importe quel chien, n'importe quel loup en est capable. C'est pas difficile. Et c'est pourquoi, à partir du mois d'avril 1765, la bête se rembûche toujours dans la région du Montmouchet, de la Thénazère, où les Chastel, Antoine Chastel a son repère avec ses molosses. Alors, elle était habillée, si je puis dire, cette bête, elle était caparaçonnée? Et effectivement, ça a considérablement accru la terreur, le fait que les balles ne pénétraient pas, que les lances ne pénétraient pas. Le petit Portefeuille, qui était un solide gaillard qui a défendu ses copains, l'a dit, mais Portefeuille, c'est son nom de famille. Oui. Voilà, Jacques Portefeuille. Je l'ai frappé tant que j'ai pu, mais ça rentre pas. Il y a quand je l'ai frappé aux yeux qu'elle a reculé. La bête était tout simplement protégée par une cuirasse, vraisemblablement en peau de sanglier, dans la tradition, vous savez, des chiens de guerre utilisés depuis l'Antiquité.
Et cette idée du chien de guerre, bien sûr, venait de Morangiès. Antoine Chastel, lui, était quelqu'un, vous savez, je pense qu'il avait le feeling avec les bêtes sauvages. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, on mettait des espèces de petites armures aux chiens aux chiens de guerre, on précise bien. Ou des cuirasses, vous savez. Des cuirasses. Les fusils n'avaient quand même pas la puissance de ceux d'aujourd'hui. Et ça permettait... Souvent, alors d'ailleurs, la bête tombait, mais se relevait aussitôt. Et quant à la blessure infligée, dont vous parliez le 1er mai par les frères de la Chaumette, les frères Marley, il est vraisemblable que la balle a ricoché sur le bord de la cuirasse, sectionnant un vaisseau sanguin, donc provoquant une hémorragie assez spectaculaire, mais sans gravité. Et le lendemain, elle tuait dans la région du Montmouchet. Vous voyez, Julia, je disais au tout début qu'on allait résoudre l'énigme. Je pense que nous avons tenu parole. Oui, merci beaucoup, Michel Louis, directeur général du parc zoologique d'Amneville, en Moselle. Vous êtes l'auteur donc de La Bête du Gévaudan, réédité chez Tempus. Et puis, n'oublions pas, et je conseille vraiment la lecture à nos auditeurs, Terreur dans la brousse, l'histoire vraie des lions mangeurs d'hommes de Tsavo. C'est publié également chez Perrin et c'était en juin dernier, en juin 2011. Un mot peut-être de ce qui se passe en ce moment aux zoos d'Amneville. Vous avez des naissances, vous avez des nouveautés? Une très bonne année de manière générale, mais notamment au niveau des naissances. Plus de 200 naissances, dont 42 oiseaux de proie, ce qui est une grande fierté pour nous parce que c'est souvent les parcs plus spécialisés qui ont autant de naissances d'aigles, vautours, c'est bien, c'est formidable. Voilà, c'est une grande satisfaction. Très bonne nouvelle. Tout à fait. Ça témoigne des beaux soins qui leur sont prodigués par l'équipe. Oui, tout le monde est content. Et vous avez de plus en plus de visiteurs, c'est bien. Oui, une très bonne année et puis d'énormes projets puisque l'année prochaine on ouvre une des plus grandes installations au monde pour les gorilles. Merci beaucoup, Michel Louis. Merci à toute l'équipe. Et un clin d'œil à Maxime qui nous a suivis avec beaucoup d'attention aujourd'hui.